Alors voilà, je ne vais pas reprendre ce que Martha a pu dire. Il y a plein de points sur lesquels nous entendons tout à fait, donc je vais essayer de trouver des chemins de traverse un peu différents. Mais sans oublier, bien sûr, au départ, le contexte dans lequel les choses se déroulent. Et nous avons justement débattu un peu de tout ça. Forcément, ce colloque arrive dans un contexte, on parle de malaise dans la civilisation, c'est encore tout à fait vrai. Et certains éléments que je vais peut-être reprendre sommairement, et moi je parle toujours bien sûr du contexte nord-américain. Alors vous avez les Amériques devant vous, en un mot. Alors dans un premier temps, c'est toute cette question bien sûr du sujet. On parle même de la mort du sujet, du moins de sa mise à mal, la glorification de l'objet, carrément, la fascination du présent. Et on peut continuer comme ça, la liste peut être très longue, des préoccupations qui nous hantent véritablement chaque jour, la recherche de l'efficacité à tout prix, quoi qu'il en soit. Et ça se retrouve facilement dans les modes de formation, formation des enseignants ou des autres professionnels, bien sûr. Ça coule tout à fait de source. Ce qui est important peut-être à reléguer là-dedans, c'est la question de, comment dirais-je, j'en plus le mot d'ailleurs, de formation mécaniste, mécanisée. Et on sait très bien, par exemple, que toute cette question de mettre en compétence attendue à peu près tout, ou l'inattendu n'est pas au rendez-vous, c'est très préoccupant, forcément. Et dire à quel point je suis content d'être là, c'est peu dire. Et je vais me permettre peut-être de revenir peut-être aux objectifs tels qu'ils étaient énoncés au départ, à titre de grand témoin. On peut se permettre ce petit jeu. Et je reprends, sans répéter mot à mot bien sûr, mais enfin, de rendre visibles les processus qui mettent en difficulté les professionnels. Je crois que dans leur environnement, bon, c'est juste. Effectivement, je crois que c'est justement ça. C'est une question de processus, une question de mouvement. C'est fondamental pour moi. Et mettre en difficulté. C'est-à-dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas une tâche qui va d'elle-même. On s'entend bien. Et l'autre point, Martha y a fait allusion tout à l'heure, c'est de repérer bien sûr ce qui spécifie l'orientation psychanalytique. On parle bien d'orientation. Donc ce n'est pas une adhésion absolue, sans aucune nuance. On s'entend bien, c'est une compréhension plus du phénomène. Comme ma formation est en psychopathologie au départ, donc j'ai une sensibilité forcément pour ce qui est de la psychanalyse, ça va de soi. Étudier en fait les modes de transmission. Ici, je veux une petite parenthèse, on parle beaucoup de transmission et en même temps de construction. Alors il peut y avoir un paradoxe, si on n'est pas attentif à tout ça. Construire, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose que de transmettre. Alors, que transmettons? Ça veut dire, quelque part aussi, l'animation de ces dispositifs peut être très variée. Alors, j'ai quand même ramassé en peu de temps quelques idées. Au départ, bien sûr, la question des contenants et des contenus. Et ce qui m'a frappé en particulier, c'est la richesse. C'est une banalité de dire, tout le monde est assez d'accord, parce que quand on est, comment dirais-je, dans les positions où nous sommes de grandes oreilles et de grands yeux, nous essayons de capter les choses, et chacun de vous pourrait peut-être dire la même chose, une très grande richesse, à la fois de contenants, à la fois de contenu. Ce qui m'a marqué notamment, c'est aussi la pluralité des sources. Alors j'y vois des auteurs qui me sont familiers, bien sûr Freud, il y a Bion, Winnicott, enfin combien d'autres. Donc c'est très intéressant de voir que chaque intervenant est allé chercher chez ces auteurs ce qui correspondait à sa sensibilité. Je crois que ça, c'est fondamental. Donc, il n'y a pas eu de clivage de ce côté-là. Lacan, bien sûr, le dernier atelier auquel je participais faisait allusion. Et ça veut dire aussi la pluralité des lieux. Et ça, je crois qu'on peut s'y arrêter longuement. C'est pas la même chose quand on voit la question d'analyse de pratique d'un lieu différent d'un autre. Chaque lieu ayant ses caractéristiques. Et j'en veux un peu cet exemple au passage. La question de la famille, par exemple, c'est une de mes préoccupations. L'école, forcément. L'école qui est mise à mal par plein de réformes. Et je pense que c'est partout, c'est mondial. Ce n'est pas que la France qui souffre de réformite aiguë. On sait bien ça. Les dimensions cliniques, etc. Et on pourrait continuer. Et l'enfance en difficulté. Ça me préoccupe particulièrement, cette notion d'enfance en difficulté. La question de l'inclusion totale, à tout prix, c'est une erreur. On comprendra la limite de tout ça. Je pense que quand on veut inclure un enfant dans une école ordinaire, il faut se donner les moyens de le faire et de donner à cet enfant l'occasion de s'y développer au mieux. Et ça, je pense, c'est un vrai problème. Il y en a plein d'autres. C'est effleuré, bien sûr, c'est normal. La pluralité, en fait, des dispositifs. J'ai l'air d'y aller comme ça en accéléré, mais quand même. Ça m'a frappé également, cette richesse des dispositifs. Chacun y est allé très spontanément. Et avec surtout, ce qui m'a touché particulièrement, ne pas craindre de parler aussi des erreurs. On ne parle que très souvent que des bons coups. C'est normal qu'on veuille magnifier ce que nous faisons. Parce que j'ai entendu, chez plusieurs, c'est de se dire oui, mais on est allé jusque-là. Il y avait quand même des difficultés, on ne peut pas tout faire, évidemment. C'est l'acceptation peut-être de nos propres limites. Et je crois que c'est aussi fondamental, tout à fait essentiel. Les écueils,
Ça a été aussi effleuré, on pourra en parler très longuement. On a bien fait allusion à la question des résistances. Et très souvent, ces résistances, elles ne viennent pas que des gens qui sont dans nous, mais de nos propres résistances à nous. Ça, j'étais touché, ça m'a touché particulièrement, c'est qu'à le dire. La question du conflit, ne pas éviter le conflit. On est un peu porté à ça, de craindre le conflit. Et je crois que pendant qu'on y est, puisque nous parlons d'approche diversifiée, il faut accepter le fait aussi que, bien sûr, ce que nous faisons ne doit pas plaire à tout le monde. Ça, de vouloir plaire à tout prix, c'est pour moi une limite très importante. La question du silence également. C'est vrai que nous sommes dans des métiers de la parole. Et c'est intéressant parce qu'on en a parlé quelque peu entre nous. C'est ça un peu ce que nous faisons. Ça peut dans les interstices, c'est qu'à le dire. Le silence. Aussi, le participant dans un groupe a droit à un certain silence. On ne peut pas l'asticoter sans arrêt jusqu'à qu'il puisse vraiment dire quelque chose. C'est le sens de ce silence qu'il faut entendre, surtout, me semble-t-il. Et puis enfin, je crois que travailler comme nous le faisons, c'est le dévoilement de soi également. Et ça, c'est une chose peut-être, et je dis très souvent à mes étudiants, avant d'intervenir auprès des autres, il faudrait peut-être revenir aussi sur soi. Et quand on pense, enfin, des positions, je suis assez féru d'histoire de la psychanalyse, donc ça me passionne. Je pense à Fichter, je pense aux premiers pédagogues qui sont inspirés de Freud. Et il y a un excellent article, d'ailleurs, au passage, je fais un peu de publicité pour la revue Cliopsy. L'article sur l'histoire de la psychanalyse est particulièrement intéressant. Et moi, ça m'a rappelé des choses. J'ai étudié en Suisse, j'ai vécu en Suisse très longtemps. Et forcément, les pédagogues suisses ont été les premiers à s'inspirer de la pensée analytique, bien sûr. Et tout ça reste, il y a quand même des éléments fondamentaux. Souffrance, bien sûr. Et ce mot-là m'a particulièrement interpellé. Parce que nous avons le printemps prochain à Montréal un colloque sur la souffrance précisément et l'éducation. Enfin, ce mot-là est en filigrane un peu partout, un peu même en rade à certains endroits, parce que c'est pas évident de parler de la souffrance dans un contexte où justement il y en a tellement aussi. Il y a des résistances aussi de ce côté à parler des vraies choses. Quelques petits éléments, je termine là-dessus. Vous êtes très patient de m'écouter jusqu'à la fin. J'ai à peine quelques petits points de plus. Peut-être des perspectives. C'est le dernier point que je vais toucher avec vous, forcément. Et j'ai entendu ces choses-là au cours des 2 journées. Donc, tout ça n'est pas forcément que de moi. Alors, premièrement, revenir peut-être à des textes fondamentaux. Je pense lire vraiment les auteurs, plutôt que de se contenter de la périphérie. L'autre point, prendre conscience des changements qui sont là. Parce que toute intervention ne peut pas se faire à contrario du contexte dans lequel nous vivons véritablement. J'ai fait allusion, ça me paraît fondamental. Être au courant des choses, si je peux permettre l'expression. L'autre chose, travailler aussi la question de l'abstinence. Parce que ce n'est pas la même chose en cure que, bien sûr, dans un groupe. On a bien compris ça, évidemment. Quel genre comment le droit à la parole, comment la distribution de la parole, c'est très important. La place de l'intervenant aussi, dans le groupe comme tel, l'espace qu'il occupe. Et j'ai remarqué à un endroit particulièrement, quelqu'un soulignait qu'on n'entre pas comme ça tout de go dans un groupe. Il y a des étapes, il y a une acceptation, il y a un apprivoisement. Ça, c'est quelque chose de très important. Et quand nous formons des étudiants, soit en psychologie ou en éducation, etc., les sciences d'éducation, c'est peut-être important de leur rappeler aussi que tout n'est pas donné au départ. Interroger aussi les difficultés interpersonnelles. Ça, c'est très important. Je pense que ça a été dit par plusieurs. Et puis, bien sûr, la place du corps aussi. C'était effleuré à quelques endroits, mais je crois que nous sommes aussi inscrits dans un corps, dans une perspective. Je pensais à des travaux que vous connaissez tous, je ne ferai pas de trahison, vous savez très bien. Le dilemme aussi, dont j'en ai parlé tout à l'heure, j'y reviens, entre transmettre des choses ou aider à construire. Ce n'est pas si simple. Nous sommes dans une civilisation qui est marquée par la transmission. La preuve, ce que je fais avec vous, ce que nous faisons tous, nous transmettons et en même temps laisser l'espace à l'autre pour qu'il puisse construire lui-même les choses qu'il peut bien construire. Je ne crois pas que ce soit blanc ou noir, que ce soit aussi fractal qu'on puisse les penser. La prise en compte des différences. Ça aussi, c'est essentiel, je crois. Dans un groupe, chaque individu étant ce qu'il est, je pense que c'est aussi important de ne pas vouloir tout modéliser, bien sûr. Et je pourrais continuer à l'infini. Je crois, un autre point avant de vous quitter là-dessus, c'est les modalités de formation. Je pense qu'il y a aussi intérêt à analyser non seulement les modalités d'intervention dans le groupe, mais les modalités de formation, les modèles. Si on est dans quelque profession que ce soit, il y a toujours un modèle implicite ou explicite. Qu'est-ce qu'il y a derrière les programmes d'études? Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie, quand on intervient auprès de professionnels, soit en sociologie, etc., de se demander par quelle trajectoire sont-ils passés. Comment c'est-il qu'ils en soient là, ce qu'il en est véritablement. Et puis, bien sûr, mon dernier point, c'est la question de la reconnaissance de l'affectivité. C'est, me semble-t-il, dans nos domaines, un autre élément fondamental, mais cette affectivité, quelle est-elle? Comment peut-on la situer, évidemment? Et enfin, pour conclure,
En un mot, et j'aimerais le dire, je crois que c'est de souhaiter bien sûr la suite avec autant de bonheur, je pense, que ce qui a été fait jusqu'ici dans ce domaine. Merci à tous et à toutes.